Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, nous sommes le samedi 15 février 2025. Bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission hebdomadaire destinée à décrypter les principaux événements qui ont marqué la semaine africaine. Nous reviendrons dans le numéro d'aujourd'hui sur le 38e sommet de l'Union africaine dont les travaux débutent aujourd'hui dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Alors le numéro d'aujourd'hui est intitulé « L'Union africaine face à un monde en crise ». Les dirigeants africains, dont le président algérien Abdelmadjid Tebboune, se retrouvent aujourd'hui et demain à Addis Abeba pour prendre part aux travaux du 38e sommet de l'Union africaine qui sera marqué par le renouvellement des instances dirigeantes de sa commission dans un contexte d'apparition de nouvelles crises. 3 candidats se disputent le poste de président de la Commission de l'Union africaine, réservé cette fois à un représentant de l'Afrique de l'Est. Il s'agit de l'ancien Premier ministre kényan Raila Odinga, du ministre des Affaires étrangères djiboutien Mahmoud Ali Youssouf et de l'ancien ministre des Affaires étrangères malgache Richard Randria Mandrato. L'Algérie, quant à elle, a présenté une candidature pour le poste de vice-présidence, pour la vice-présidence de cette institution, en la personne de son ambassadeur à Addis Abeba et sa représentante permanente auprès de l'UA, Madame Selma Malika Haddadi. Le président angolais João Lourenço s'apprête quant à lui à prendre la présidence tournante de l'UA. Il succédera au président mauritanien Mahmoud Ghazouani. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine devraient également confirmer les 6 commissaires élus par le Conseil exécutif de l'Union et qui sont appelés à assister le président dans la gestion de la Commission. Cela alors que l'élection des 5 nouveaux membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est suspendue en raison de l'absence de la majorité des 2/3 des États membres requise pour le candidat de la région Afrique du Nord. L'Algérie, qui a obtenu 30 voix sur les 33 requises, est bien partie pour retrouver sa place de membre du CPS lors des élections prévues le mois prochain. Alors, le thème retenu pour ce sommet est la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations. Il a été choisi par les chefs d'État et de gouvernement lors de la 37e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union qui s'est tenue en février 2023 à Addis Abeba. Le coup d'envoi du 38e sommet de l'Union africaine a été donné mercredi 12 février 2025 à Addis Abeba avec la réunion du Conseil exécutif et les travaux du 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs avant la réunion des chefs d'État d'aujourd'hui. Mécanisme présidé par le président Abdelmadjid Tebboune. Alors, quels sont les principaux enjeux de ce 38e sommet de l'Union africaine ? Quel est le bilan de Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine ? Quelles sont les urgences de l'Union africaine ? L'Union africaine a-t-elle les moyens de relever les défis auxquels elle est confrontée ? C'est ce dont nous allons débattre aujourd'hui. Alors, pour en parler, il y a avec nous Ahmed Kateb, ancien directeur de Canal Algérie et actuellement chercheur en sciences politiques. Alors, je rappelle que Ahmed Kateb a travaillé dans plusieurs journaux en qualité de journaliste et de responsable. Bonjour Ahmed Kateb. Bonjour Zine Chafaoui, bonjour Moukran Touarabi et bonjour à tous nos chers auditeurs. Alors, comme vous venez de le signaler, Ahmed Kateb, comme à chaque numéro de l'événement du Sahel, nous serons accompagnés par Moukran Touarabi, journaliste et consultant de l'émission Moukran Touarabi. Bonjour. Bonjour Zine, bonjour Ahmed Kateb et à tous ceux qui nous suivent actuellement sur Ifriqiya FM.
l'événement du Sahel. Alors, rebonjour messieurs, heureux de vous retrouver pour ce numéro de l'événement du Sahel. Ahmed Kateb, avant de border le programme de ce 38e sommet de l'Union africaine, avant de parler des enjeux de ce sommet, avant de parler des défis auxquels le continent africain est confronté, alors, pouvez-vous nous dire un mot sur la thématique ou sur le thème choisi pour ce 38e sommet de l'Union africaine? Oui, le thème qui a été choisi, c'est la justice et les réparations pour les pays africains et les personnes d'ascendance africaine. Par les réparations? Les Oui. réparations, bien sûr. Donc, n'est que ce thème en lui-même n'est que justice rendue à l'histoire de notre continent. Pourquoi? Parce que par ces temps qui courent où le négationnisme, le révisionnisme fascisant dans certains discours populistes en Europe et ailleurs tend à ostraciser tout ce qui est d'ascendance africaine, arabo-islamique, asiatique, etc. On voit, et même latino-américain, on voit que cette thématique a été choisie avec grande subtilité pour dire au monde entier, pour dire aux partenaires de notre continent qu'il y a eu une grande injustice historique. Oui. Et que cette injustice historique mérite réparation. Déjà, on le dit symboliquement, et puis il y a des retombées. Je ne cite que l'exemple algérien, parce qu'on est algérien. Si on parle des essais nucléaires du colonialisme français en Algérie, c'est plus que des réparations que les Algériens doivent exiger. C'est la décontamination, c'est également des prises en charge quasi perpétuelles aux descendants des cobayes humains et des personnes qui ont été directement aux prises avec le nuage nucléaire, Argen, Ain Neker, etc. Donc il y a, pour cet exemple uniquement, il y a des dizaines et des dizaines de tomes, de livres à écrire. Oui. Alors, pour les autres pays, Madagascar, le Sénégal, le Tchad, la Namibie, le Kenya, etc., partout où le colonialisme a sévi, il y a un devoir de justice et un devoir de réparation. Très bien. M'qalet Arabi, l'Afrique, ou la majorité des pays africains est sortie de la longue nuit coloniale durant les années 60. Les années 60, des pays aussi qui sont restés colonisés ou qui restent colonisés à ce jour. C'est le cas du Sahara occidental. Alors, durant cette longue nuit coloniale, ou du moins cette longue nuit coloniale a été atroce. Alors, elle a été caractérisée par des massacres, par des enfumades, par des crimes de guerre, par des crimes contre l'humanité. Le patrimoine culturel africain a été dilapidé. Alors, l'Afrique s'est rarement intéressée à cette problématique. Elle s'est rarement réunie pour discuter justement de la conduite à tenir par rapport aux anciennes puissances coloniales. Donc là, c'est une grande première. Donc que faut-il attendre justement de ce sommet? Est-ce que vous pensez que les chefs d'État africains sortiront de ce sommet avec une feuille de route justement pour mettre la pression sur les anciennes puissances coloniales afin justement d'obtenir réparation et qu'elles restituent tous les trésors culturels volés aux Africains? Oui, effectivement, ce sommet se caractérise par le fait que les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de franchir le pas et de parler d'une seule voix. C'est extrêmement important parce que jusqu'à un passé récent, on voit que les États le font, mais d'une manière, j'ose dire, en solo. Oui. Mais là, c'est tous les États africains qui ont décidé de mettre en place une stratégie commune Oui. pour justement demander
des réparations. Donc cela consiste bien sûr en la mise en place d'une stratégie commune qui va définir justement quelle forme vont prendre ces réparations. Oui. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait justement une feuille de route commune de l'Union africaine qui va dans ce sens où l'Afrique, d'une seule voix, va demander des comptes aux anciennes puissances coloniales. Parce que jusqu'à maintenant, il y a des États qui essayent de le faire individuellement, mais d'une seule voix, ça peut aller encore plus vite. Alors, si j'ai bien compris, Warabi, l'objectif de cette démarche vise donc à rassembler les citoyens africains, la diaspora africaine, les pays africains, pour construire un front commun et unis pour la cause de la justice et du paiement de réparations aux Africains pour les crimes historiques et les atrocités de masse commises contre les Africains et les personnes d'ascendance africaine, notamment, alors on parle de la colonisation, mais il y a eu l'apartheid aussi en Afrique la déportation, du Sud, la déportation, la traite négrière, il y a les exactions sommaires, il y a les génocides, il y a les armes qui ont été utilisées, qui sont interdites, qui ont été utilisées comme le napalm, comme les essais nucléaires et bien d'autres crimes coloniaux. La liste, elle est très longue. Tout a été fait en Afrique pendant la longue nuit coloniale, justement. C'est près de 2 siècles de colonisation, si ce n'est pas plus. Voilà, donc c'est tout ça qui va être mis sur la table et une stratégie va être élaborée justement pour fixer les priorités, bien évidemment, et la ligne de conduite de l'Union africaine pour atteindre cet objectif qui est celui d'exiger justement des réparations, des compensations, à la fois aussi matérielles pour, vous savez que l'Afrique, la colonisation a exproprié les Africains de leurs terres. La colonisation a commis des génocides, la colonisation a détruit le patrimoine culturel africain, donc tout ça mérite quand même, nécessite réparation. Et les chefs d'État et gouvernements africains aujourd'hui nécessitent réparation et reconnaissance, parce que jusque-là, rares sont les pays qui ont franchi le pas de la reconnaissance. Déjà, le pas de la reconnaissance, il n'a pas été franchi. C'est pour ça que cette démarche elle est très intéressante, parce qu'effectivement, dans cette démarche, il y a aussi la reconnaissance. Et l'Allemagne, on n'a pas vu les autres. Effectivement, les Belges ont fait un petit effort, mais ça reste insuffisant. Les Français n'ont absolument rien fait. Ils refusent de reconnaître et d'assumer leur passé colonial. Elle est dans la logique de la politique des petits pas. Voilà, donc des petits pas qui sont insignifiants par rapport à ce qui a été par fait. Rapport aux attentes. Aux attentes et par rapport au passé colonial très lourd de la France sur le continent africain. Exactement. C'est le pays qui a colonisé le plus d'États en Afrique et celui qui a commis le plus d'atrocités en Afrique. Oui, l'atrocité, le point d'orgue de ces atrocités, c'est les essais nucléaires. Ahmed Kattab en parlait tout à l'heure, ce ne sont même pas des essais, mais des explosions nucléaires. Voilà, il y a 2 jours de cela, l'Algérie a célébré Gersoise Bleu est un peu l'équivalent de toutes les bombes atomiques au Japon. Larguées sur le Japon. C'est 4 fois Hiroshima. C'est 4 fois Hiroshima. Voilà. C'est énorme et les séquelles sont toujours visibles et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des victimes de ces essais nucléaires en Algérie et même dans le voisinage de l'Algérie. Ça reste un crime colonial pour lequel la France doit payer. Donc il faudra s'attendre à la fin du sommet à l'adoption d'une feuille de route justement pour mobiliser à la fois les Africains et la communauté internationale sur cette problématique ô combien cruciale et importante des réparations. Absolument. Donc des réparations par rapport au génocide commis par les anciennes puissances coloniales. Ahmed Kattab, alors, ce 38e sommet de l'Union africaine les Africains, justement, les présidents, les chefs d'État présents à Addis Abeba, pour ce 38e sommet de l'Union africaine, ont un agenda extrêmement chargé. Alors, le sommet, en réalité, a commencé mercredi. Le président Tebboune s'y est rendu mercredi. Et aussitôt son arrivée
à Addis Abeba. Il a commencé le travail. Donc le sommet a commencé avec, comme je l'ai dit en présentation, par une réunion du Conseil exécutif. Par la suite, il y a eu le sommet du MAEP, du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Alors, que peut-on dire de ces deux événements importants ? Ces deux événements importants parce que pour le premier, déjà, on a éclairci un petit peu... Il déblaye le terrain. Bien sûr. Ouais, le Conseil exécutif. Oui, on a éclairci un petit peu la question des différents commissaires de l'Union africaine. Oui. Donc sur les 6, 5 ont été confirmés. Les 5 qui représentent les différentes régions. Reste le commissariat pour la paix et la sécurité. Bon, il y a eu, disons, un ajournement parce que le candidat présenté par l'Algérie, n'a pas eu les voix, les 2/3 des voix requises, les 33 voix requises. Il en a eu quand même une trentaine. Donc, on a eu 32 voix. Il n'en est pas loin. On a manqué d'une seule voix. Oui. Et il y avait une compétition déloyale, bien évidemment, et qui a fait que ça bloque sur ce dossier. Cependant, il reste également un autre volet, c'est le mécanisme d'évaluation par les pairs. C'est une réunion très importante parce que c'est un mécanisme autrement plus important et peut-être même l'un des mécanismes les plus importants de l'Union africaine. Il est question de Pourquoi ? gouvernance. Il est question de gouvernance, mais surtout d'appropriation par les Africains de leurs problématiques de gouvernance. Gouvernance, respect des droits de l'homme, transparence. Transparence dans les affaires, transparence dans la gestion. Donc, on parle de gouvernance politique et économique, attention. Et on parle également de développement durable. On est dans des standards internationaux. Mais ces standards, ces normes ont été créés par les Africains pour pouvoir s'auto-évaluer. Pour rappel, le MAEP qui a été créé en 2003 par les chefs d'État et de gouvernement du suivi du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD. Donc le MAEP constitue l'adhésion volontaire des États. À ce mécanisme, c'est-à-dire un État qui adhère volontairement et qui accepte de se faire auditer. De se faire auditer, de se faire évaluer par une commission chargée, une commission composée d'experts et chargée d'évaluer, d'auditer les politiques publiques de cet État. Donc, il y a 44 États sur les 55 que compte l'Union africaine. Donc, les 44 sont membres du MAEP. Manque 11 pays. D'ailleurs, Mahamat Faki a plaidé pour que tous les pays africains soient membres du MAEP. L'Algérie qui préside la réunion actuelle, le sommet actuel. Donc l'Algérie a fait quand même un coup d'éclat, et pas des moindres, en versant $1 milliard. 1 million de dollars pour aider ce mécanisme, et l'Algérie se dit mobilisée. Un mécanisme qui a un problème de financement. Donc l'Algérie a décidé justement de combler ce déficit. Pourquoi ? Parce que certains pays ne payent pas leur contribution et cotisation. Donc annuelle, l'Algérie montre l'exemple, et l'Algérie se pose en leader par rapport à ce mécanisme, au devenir de ce mécanisme très important. Et ce mécanisme-là, le président de la République l'a bien souligné, est un mécanisme qui permet aux pays africains de sortir des diktats. Exact. Et c'est le plus important. Et sortir surtout des diktats des institutions financières internationales et du diktat de partenariat et de coopération inégale qui fait que les pays donateurs, les pays qui financent, dictent la politique des États et en même temps alimentent des circuits non vertueux. Justement, le MAEP, l'objectif du MAEP est justement de mettre en place un cercle vertueux. Le président de la République, lors justement à l'ouverture du sommet du MAEP, a insisté sur l'idée que le MAEP justement est un outil essentiel pour atteindre les objectifs de l'agenda de l'Union africaine, agenda 2063. Il a ajouté
qu'il est devenu un mécanisme important pour renforcer la bonne gouvernance et il a prouvé, ce mécanisme a prouvé au cours des dernières années qu'il n'est pas simplement un cadre formel, mais aussi un outil efficace pour examiner les politiques et renforcer les réformes structurelles qui favorisent la stabilité et le développement sur le continent africain. Effectivement, et c'est un mécanisme extrêmement important en ce sens qu'aujourd'hui les Africains se dotent d'instruments d'auto-évaluation qui leur permettent justement d'améliorer la gouvernance en Afrique, d'améliorer aussi de renforcer la stabilité des pays africains. C'est le talon d'Achille, la gouvernance, Moukhalana Touarabi, c'est le talon d'Achille des pays souvent africains. la gouvernance alimente aussi les conflits et suscite la corruption, et donc ça conduit aussi à des situations d'instabilité. Dans certains pays, on voit qu'il y a des changements. Ça pousse les gens à recourir à d'autres voies parfois violentes pour provoquer le changement. Donc la bonne gouvernance à travers ce mécanisme d'évaluation, c'est un mécanisme d'alerte pour justement prévenir des situations d'instabilité et de conflit qui pénalisent après tout les peuples africains en premier, parce que ça freine le train de développement et à travers ce mécanisme justement, les Africains s'autonomisent en matière d'évaluation aussi par rapport à l'extérieur. Au lieu de recevoir des leçons de l'extérieur, et ils se dotent d'un mécanisme qui leur permettent justement de ne pas perdre le cap, donc de rester sur une ligne directrice qui leur permettent justement d'avancer, et d'avancer parfois plus vite que ce qu'ils attendent. C'est extrêmement important de le renforcer aujourd'hui en le dotant d'une enveloppe financière assez conséquente qui va lui permettre de mener à bien son travail, sa mission. Et justement, le président algérien a raison d'insister sur ce mécanisme, parce que souvent les pays africains sont attaqués sur la question de la gouvernance. La question de la gouvernance, de la transparence, du respect des droits de l'homme et tout. Donc tout ça constitue une façon de chercher à s'ingérer dans les affaires internes des pays africains à travers ce mécanisme. Donc on ferme la porte. Beaucoup de lacunes à combler. Beaucoup de lacunes, beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que justement le président algérien qui préside justement le forum des chefs d'État de gouvernement de ce mécanisme a insisté sur la mobilisation de toutes les ressources nécessaires pour justement pousser dans le sens voulu par l'Union africaine sur ce dossier. Très bien. Oui. On revient après le jingle. L'événement du Sahel. Alors, Ahmed Kateb, toujours dans le cadre des activités du MAEP, le président Tebboune a salué la décision de l'Union africaine de se doter d'une agence de notation. C'est un pas très important parce que ça permet de sortir, on l'a dit, pour les questions de gouvernance, on le dit actuellement, et maintenant pour les questions économiques et les questions qui ont trait à l'investissement, etc. Donc, c'est très important qu'il y ait cette agence de cotation, de notation qui permet aux Africains de s'autonomiser et de ne pas subir les foudres des agences de notation européennes, américaines, qui souvent, en termes de risque pays, classent les pays africains dans des cases rouges, pour ne pas dire grenat. Donc, et c'est fait sciemment, parfois, en forme de pression. Très souvent en Afrique, le risque pays est très élevé. Qui coûte beaucoup d'argent au pays. C'est vrai, il y a des conflits. On ne dit pas que l'Afrique est un continent où il n'y a pas de conflits. Il y a des conflits, c'est vrai, certes, mais qu'on mette les risques pays pratiquement au rouge partout et tout le temps, là, ça devient problématique, parce qu'il y a également l'Afrique qui avance, il y a l'Afrique où il fait bon investir. Il y a une Afrique qui entreprend, il y a une Afrique qui a des idées, qui a des projets.
il faut sortir de l'afro-pessimisme. Oui. Et cette agence permet aux Africains de s'autonomiser par rapport à un volet très important, celui de la captation Oui. des investissements, Des IDE. celui de l'ouverture aux investissements étrangers directs et celui des partenariats multiformes que l'Afrique en tant que continent, que les régions africaines ou que les pays africains eux-mêmes puissent entreprendre avec d'autres partenaires, que ce soit des groupes de pays ou des entreprises. Donc il est très important que cette agence puisse prendre forme et puisse fonctionner pour autonomiser les Africains sur ce sujet-là. Très bien. Un mot sur cette nouvelle agence de notation africaine, Mokhtar Arabi. C'est une très belle initiative. Cette agence de notation va justement permettre aux États africains de sortir de leur dépendance de ces agences de notation internationale qui souvent obéissent à des logiques géopolitiques qui ne sont pas forcément objectives par rapport à la vraie évaluation des risques. D'ailleurs, quand on voit comment les pays africains ont été classés, il y a certains spécialistes qui ont démontré que le taux de défaut de paiement des pays africains est beaucoup plus inférieur à ceux de certaines régions du monde comme l'Asie et l'Amérique du Sud. Malgré cela, on trouve que, par exemple, l'Afrique est toujours en tête en termes de risque. Notamment par les Big Three, qui sont les trois grandes agences de notation américaines, Moody's, Fitch et Standard & Poor's. Voilà, ces trois pénalisent énormément, constituent un frein réel au développement. Selon certains spécialistes, ces agences de notation ont fait perdre en 2024 à l'Afrique près de un peu plus de 70 milliards de dollars. 75 plus exactement, effectivement. Voilà, il a le chiffre exact. Voilà, donc c'est 75 milliards à cause de cette mauvaise notation. En plus, quand on pousse les taux d'intérêt à des niveaux très élevés, automatiquement, on empêche les pays africains d'accéder au marché de financement. Et c'est le maillon faible aujourd'hui des pays africains, c'est d'avoir accès à la ressource financière pour pouvoir financer leurs projets de développement, donc d'infrastructures. Avoir une agence de notation, d'ailleurs, ils ont insisté, le président algérien a insisté sur les critères objectifs et logiques et scientifiques pour justement faire de cette agence l'une des agences les plus en vue au monde. Et c'est ça l'objectif, je pense, de l'Union africaine. C'est extrêmement important pour se prémunir contre toutes ces tactiques et techniques qui visent justement à mettre les pays africains à genoux en les mettant dans des situations de surendettement. Sachant Mais justement, par rapport à cette histoire de surendettement, il y a l'Afrique, la dette africaine, la dette extérieure des pays africains, alors la dette cumulée bien sûr, on n'est pas loin des 1200 milliards de dollars. Tout à fait. Avec un service de la dette qui est exécrable. En 2024, l'Afrique a payé 164 milliards de dollars de services de C'est autant d'argent qui est retiré au développement. C'est énorme, c'est à peu près ce qu'on a demandé pour faire face au changement climatique. Par exemple, il y a quelques années, quand il y a eu le sommet de Paris, c'est 100 milliards de dollars. Vous imaginez 164 milliards, il y a 25 pays africains qui sont dans une situation de surendettement intenable. Et cette carte d'endettement, elle est utilisée aussi par les puissances financières du monde pour accéder d'une manière presque sans condition à toutes les ressources naturelles dont disposent les pays africains. On voit un pays comme la RDC qui est le plus riche en termes de ressources naturelles au monde et qui est dans une situation économique catastrophique. Pourquoi on l'a maintenu dans cette situation? Effectivement, parce que ça facilite l'accès à moindre coût à ces ressources naturelles. Le pillage. On est dans un piège qui ne dit pas son nom. Donc, Ahmed Kateb, nous avons parlé du thème du 38e sommet de l'Union africaine, nous avons parlé de la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine, on a parlé du MAEB, de l'agence de notation africaine qui va bientôt voir le jour, je crois qu'elle est prévue pour le deuxième semestre 2025. Maintenant, venons
l'agenda à proprement parler de ce 38e sommet de l'Union africaine, dont les travaux se sont ouverts ce matin à Addis Abeba en présence des chefs d'État et de gouvernement africains. Alors, ce matin, on a pu suivre le discours de Mahamat Faki, on a pu suivre le discours d'El Ghazouani. Alors, aujourd'hui, quel est le principal enjeu de ce sommet, Ahmed Kateb? Alors, les enjeux, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a énormément. Et l'agenda est très chargé. Et bon, le premier enjeu de ce sommet, c'est l'élection du président de la Commission Oui. et du vice-président qui a été ajourné et des différents commissaires. Donc, c'est de se doter du personnel qui fera fonctionner l'Union africaine. Et ça, c'est très important. Et qui fera fonctionner correctement l'Union africaine, parce que c'est le plus important aussi. Bon, c'est normal. Tant les défis sont difficiles et nombreux. La faire fonctionner correctement, c'est dans le cahier de charge. Oui, Donc, mais il faut trouver les bonnes personnes. exact. Et c'est là où les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union africaine doivent plancher, c'est-à-dire parvenir à élire le président de la Commission qui succédera à Mahamat Moussa Faki. Donc, vous l'avez bien dit au début de l'émission, donc 3 candidatures, celle du Kenyan Raila Odinga, du ministre djiboutien des Affaires étrangères Oui. et de l'ancien chef de la diplomatie malgache Randria Mandrato. Randria Mandrato. Très Richard Randria Mandrato, Voilà. pour ne pas écorcher son nom. Et l'Algérie présente une Candidature candidate extrêmement compétente pour le poste de vice-président de la Commission, de la Commission. de l'Union africaine. C'est important. Pourquoi? Parce que la candidature algérienne est une candidature qui va dans le sens de l'histoire. Oui. Et c'est une candidature qui conforte justement la position de l'Algérie en Oui. tant que leader continental et qui conforte l'Algérie dans ses principes historiques. Avec Haddadi, on est sûr d'avoir une militante africaine, une panafricaniste C'est qui une ne pense qu'à panafricaniste. défendre les intérêts de l'Afrique. C'est une panafricaniste convaincue. Et pour nos chers auditeurs, on rappelle Oui. que le panafricanisme, quelque part historiquement, est né en Algérie. Massinissa disait jadis l'Afrique aux Africains. Exact. Donc, on a parmi les pères fondateurs de l'OUA, l'ancien président Ahmed Ben Bella, on a un des leaders Oui. intellectuels du panafricanisme, Frantz Fanon. Oui. Donc, on peut s'enorgueillir Oui. de pouvoir représenter dignement l'Afrique, et la candidature de Madame Haddadi est une candidature qui tombe à point nommé Oui. et scellera le retour triomphal de l'Algérie aux instances panafricaines, parce qu'historiquement, il faut le dire, le poste de vice-président de la Commission est l'héritier du Oui. poste de secrétaire général adjoint de l'OUA, Oui. Oui. qui a été, faut-il le rappeler, occupé par Mohamed Sahnoun et par Nordin Djoudi, Oui. 2 diplomates algériens de grande envergure et de grande qualité. Oui. Et ça, il faut le rappeler aux jeunes générations peut-être, et à nos amis auditeurs au-delà des frontières de notre pays. Donc l'Algérie revient et réitère son engagement panafricain par cette candidature, et c'est un engagement très fort. Très fort. Merci Ahmed Kateb pour ces éléments. Alors, Moukhalan et Touarabi, ce 38e sommet de l'Union africaine intervient dans un contexte à la fois continental et international extrêmement tendu. Alors, au plan international, nous assistons à une recomposition géopolitique, une recomposition qui se fait de manière très violente, on le voit, il y a des guerres un peu partout, les blocs se disputent des territoires. Au plan interne, il y a beaucoup de conflits en Afrique. Est-ce que vous ne craignez pas que l'enjeu du renouvellement de la composante de l'Union africaine occulte un peu aussi les problèmes de l'Afrique, les problèmes
surtout sécuritaires, qui sont extrêmement nombreux. Bien, la guerre en RDC, la guerre au Soudan, la crise en Libye, il y a le conflit du Sahara occidental, donc la dernière colonie d'Afrique qu'il faut absolument régler conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, conformément à la légalité internationale. Il y a la crise au Sahel, qui devient l'épicentre du terrorisme international. Est-ce que vous pensez que les chefs d'État se concentreront davantage sur l'enjeu du renouvellement de la composante de l'Union africaine, ou, à votre avis... Je pense les deux. Alors, il nous reste 5 minutes, oui, Rabi. Je pense les deux. Pourquoi? Parce que le renouvellement est nécessaire. Oui. De toute manière, ces instances, les mandats de ceux qui dirigent actuellement ces instances arrivent à expiration. Donc, il faudrait renouveler conformément au texte régissant cette organisation. Oui. Et l'enjeu, c'est de choisir les bonnes personnes qui vont justement conduire à bon port cette organisation et justement mettre en application les décisions du Conseil de l'Union africaine et traduire tout sur le terrain, sachant que par le passé, quand même, le mandat de Moussa Faki, on ne peut pas le dire qu'il était extrêmement important, positif. Il y a eu quand même des tâches noires. Il n'a pas pu, par exemple, justement, arriver à atteindre l'objectif de mettre fin au conflit en Afrique. On avait au contraire faire taire les armes. Oui. Voilà, c'est le mot. On n'a pas fait... les armes sont toujours là. Vous avez cité la RDC, le Soudan, ce qui se passe au Soudan Sud aussi, qui n'arrive pas à retrouver sa stabilité. Le terrorisme, le Sahel, qui est devenu aujourd'hui l'épicentre du terrorisme international. Autant de défis qui peuvent s'ajouter à d'autres défis climatiques, économiques, tout ce qu'on a déjà abordé au début de l'émission. Autant d'enjeux auxquels les chefs d'État automatiquement vont s'intéresser lors de ce sommet, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse sur tout ça. La question aussi de mettre fin, conformément à la charte de l'Union africaine, fin à la colonisation en Afrique. Il y a encore une colonie en Afrique qui est le Sahara occidental. L'Union africaine doit se conformer à cette résolution, à sa propre charte. Le dernier point de la charte qui n'a pas été mis en application, c'est justement de mettre fin à toutes les colonisations en Afrique. Alors, on a une petite poignée de minutes, Moqarrena Touarabi. Alors, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, dans un discours prononcé lors du Conseil exécutif de l'Union africaine, a donné une idée de la direction que l'Algérie veut faire prendre à l'Union africaine, surtout si sa candidate accède au poste de vice-présidente. Alors, Ahmed Attaf a plaidé pour l'unification des efforts africains en vue de réhabiliter l'Union africaine. Donc, il y a l'idée d'une réforme nécessaire donc, des structures de l'Union africaine en vue de réhabiliter l'Union africaine et de conforter sa place sur l'échiquier international. Alors, Ahmed Attaf a aussi souligné que la conjoncture critique et périlleuse que traverse le système des relations internationales contraint les pays africains à accélérer la mise en place de mécanismes susceptibles de préserver leurs intérêts communs. Aujourd'hui, l'Afrique doit parler d'une seule voix. Donc, je pense que l'Algérie, elle mise sur l'unité, la solidarité et la prospérité. C'est les trois maîtres mots pour justement faire avancer le continent africain. Aujourd'hui, on voit qu'on est à la veille d'une nouvelle conférence de Berlin. Peut-être c'est un peu exagéré, mais on voit comment les relations internationales sont en train d'être bouleversées par une nouvelle politique américaine. Très bien. Alors, le mot de la fin, pour conclure, Ahmed Kateb, Attaf le dit clairement. Il a appelé ses collègues africains à saisir l'opportunité de la tenue du sommet africain pour renouveler l'édification institutionnelle de l'Union africaine et de renforcer sa composante humaine tout en lui permettant de concrétiser ses objectifs ambitieux. Alors là, l'Algérie plaide clairement pour un renouvellement. Quand on parle de renouvellement de l'édifice institutionnel de l'Union africaine, on appelle à une réforme. C'est normal. On est pratiquement à un quart de siècle depuis la transformation de l'OUA en Union africaine. Bon, une réforme avait été engagée avec Kagame 2018-2019.
Mais là, on a l'impression qu'on veut aller un peu plus loin. On veut aller un peu plus loin parce que les enjeux ont changé. Oui, On est, Mokranet Ouarabi l'a bien dit, peut-être à la veille d'une nouvelle conférence de Berlin oui, qui ne s'annonce pas directement, frontalement, oui. mais on est dans une On est dans une volonté période de recomposition. de répartition d'aires d'influence en Afrique, de pillage systématique de certaines ressources Oui, des pays africains et de positionnement géostratégique des grandes puissances et des Oui. puissances émergentes sur notre continent, d'où la nécessité de la vigilance, oui, de l'appropriation par les Africains de leurs problèmes, de leurs problématiques et surtout des solutions que les Africains doivent porter eux-mêmes oui. à leurs questions. Oui. Donc c'est ça, c'est ce triptyque qui pourra aboutir, je le pense, Oui. au salut de notre continent. Très bien. Alors, il faut éviter absolument que l'Afrique devienne une terre de confrontation entre puissances. Absolument. Merci beaucoup. Bon, c'était donc le mot de la fin. Vous l'aurez compris, chers amis auditeurs et auditrices, nous arrivons au terme de cette émission consacrée au 38e sommet de l'Union africaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Alors, je tiens à vous remercier pour ce débat extrêmement intéressant. Ahmed Kateb, Toujours un Mokranet plaisir. Ouarabi, merci d'avoir Merci, accepté plaisir. notre invitation. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Chafaoui. Elle a été réalisée par Aisha Zina Hammer. À la console technique, il y avait Abdou. Et au streaming, Hamid Sihmed. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.